ce que je vous propose, c'est que, parce que, bon, on va ouvrir l'Assemblée générale officielle de juillet un tout petit peu plus tard, parce qu'il faut qu'on ait un peu de temps pour discuter. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut ou pas excéder un petit peu 17 heures, parce que cette salle va fonctionner ce soir au théâtre, donc normalement on doit les libérer à 17 heures. Donc en tout cas, la parole est à qui veut la prendre maintenant. Et je vous propose qu'au plus tard, dans 35 minutes, nous ouvrions disons, l'Assemblée générale en tant que telle. Ça veut pas dire que ceux qui ne sont pas membres de l'Arsenal sont obligés de partir, mais ça veut dire que seuls pourront prendre part aux discussions ceux qui sont dans l'Arsenal, et on appelle membres de l'Arsenal ceux qui ont payé leur cotisation, parce que c'est la loi. Et donc s'il y en a qui veulent prendre la parole et qui ne vont pas payer, mais il faut un chèque de 7 €, ils pourront la prendre. Pas chercher les chèques. Qui veut la parole? Il y en a un dans la salle. Oui, bonjour. Je voudrais juste que vous puissiez vous adresser à la très jeune génération, quelques minutes, qui est représentée ici. J'entends une vieille génération, 16, 17, 18. Voilà, merci. J'aimerais bien qu'un propos leur soit adressé. C'est une très bonne question et je vous remercie beaucoup. En fait, parmi les propos que nous tenons à Saint-Justinius depuis quelques années déjà, en particulier à travers un bouquin qui s'appelle Prendre soin de la jeunesse et des générations, mais aussi à travers des collaborations dont je parlerai tout à l'heure, nous proposons, aussi dans le dernier bouquin qui s'appelle Pharmacologie du Front National, une politique de l'intergénération et de la transgénération, ce n'est pas la même chose. L'intergénération, c'est un rapport qu'il y a d'une génération à l'autre existante. La transgénération, c'est ce qui se produit entre deux générations. C'est la question de la Bible, la transgénération. Je ne dis pas que c'est forcément que la question de la Bible, c'est la question du ça aussi, parce que je crois qu'il y a de ça. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Nous prenons très au sérieux pas forcément ce qu'on appelle les digital natives, parce qu'il y a des gens qui contestent ce concept. C'est pas mon cas d'ailleurs. Je pense que c'est pas un concept, mais disons que ce problème et ce que j'appelle moi la nativité technologique, pas du tout un fantasme ou une fabrication de marketing, ça a été beaucoup dit. Moi je soutiens, je fais un cours cette année, j'ai commencé un cours à Compiègne comme ça en disant vous êtes des natifs du numérique, je suis un natif de la télé, mon père était un natif du cinéma et de la radio, mon grand-père du journal imprimé, etc. Jésus-Christ. Bon. Et donc, et nous allons donc, dans ce cours, étudier le cerveau et comment est-ce qu'il intègre les processus que j'appelle aujourd'hui, c'est aussi le sujet du séminaire qu'on fait dans pharmacone.fr, les processus que nous appelons de recodage des dimensions organiques du cerveau en dimensions organologiques, c'est-à-dire comment le cerveau, en fait, c'est ce que montre Marianne Wolf, avec laquelle on travaille maintenant, qui est de plus en plus associée à ce qu'on fait, et on va d'ailleurs publier en français bientôt, le recodage du cerveau, par exemple, par l'apprentissage de l'écriture, par l'apprentissage des mathématiques, etc. Un cerveau qui a appris à écrire et à lire, par exemple, ne fonctionne pas comme le cerveau qui ne sait pas lire et écrire, et c'est en fait la règle de ce que j'appelle moi le cerveau organologique ou le cerveau noétique, d'être ultra plastique. C'est pas simplement ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, parce que la plasticité cérébrale, il y en a chez les escargots et tous les systèmes nerveux, mais c'est la plasticité organologique ou noétique. Alors par rapport à cela, ça c'est très abstrait, mais par rapport à cela, nous tenons un discours, et d'ailleurs nous l'avons fait avec Scollet et Julien Gauthier aussi, sur comment devrait évoluer l'école. Et comment elle devrait évoluer dans un nouveau contrat intergénérationnel, alors cette fois-ci je dis intergénérationnel, c'est-à-dire y compris dans le cadre du discours que le président de la République française actuelle, qui s'appelle François Hollande, avait soutenu, en disant ma priorité c'est une nouvelle génération-là. Nous disons ça c'est très très bien, mais à une condition, c'est que la priorité ce soit l'éducation, telle, pas simplement l'éducation nationale, l'éducation familiale, la protection de l'éducation, dans une société qui détruit l'éducation, qui est basée sur la destruction de l'éducation, ce que j'ai appelé le désapprentissage. On désapprend à élever ses enfants, on désapprend maintenant à conduire sa voiture,
On désapprend tout, hein, c'est pas simplement des apprentissages, l'éducation intergénérationnelle, c'est des apprentissages généralisés, dans une automatisation généralisée, où tout est basé sur l'exploitation de la plus-value qu'on fait de ce que certains font, une plus-value gagnée par l'automatisation. Alors, nous pensons, nous, qu'il faut inventer un tout autre rapport intergénérationnel, et que ce rapport intergénérationnel, il doit être basé en particulier, c'est surtout moi qui porte ça ici, c'est ce que j'appelle la recherche contributive. J'essaie de concrétiser ça en ce moment d'ailleurs, où des jeunes chercheurs travailleraient avec de vieux chercheurs, qu'on appelle des directeurs de recherche, plus ou moins vieux, qui ne sont pas de la même, qui ne sont pas de la même génération organologique, et qui travailleraient avec des gens qui ne sont pas des chercheurs au sens académique, mais qui sont des chercheurs au sens où quelqu'un qui était très important pour Gilbert Simondon, qui s'appelle, rappelle-moi, le patron de la recherche Action, j'arrive plus à retrouver son nom, enfin, Kurt Lewin, merci, au sens où Kurt Lewin a mis en place des méthodes de recherche Action, qui en France ont surtout été développées dans la psychiatrie et en particulier à la Borde. Absolument, Neuro aussi. Et qui réfléchit sur l'institution par le. Alors voilà, ça ce sont des choses auxquelles nous travaillons difficultueusement, parce que là, on a beaucoup de mal à trouver des énarques en particulier qui s'intéressent à ce genre de choses. Ça c'est très difficile. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Mais en revanche, nous travaillons quand même avec des gens très bien, qui ne sont pas énarques, mais ils sont psychiatres, par exemple. Nous avons un projet avec les psychiatres du Nord-Pas-de-Calais, avec l'association de psychiatres du Nord-Pas-de-Calais, la région Nord-Pas-de-Calais. Il y a de très bons psychiatres d'ailleurs. Et toutes tendances confondues, c'est pas simplement des freudiens, ou des lacaniens, ou des anti-lacaniens, ou des comportementalistes, là, c'est des gens qui sont dans tout un fait, et qui sont très intéressés à cela. Donc nous sommes en train de discuter avec eux pour cela. Et nous avons aussi, par exemple, des échanges avec des associations comme SOS Amitié sur ces travaux-là. Voilà, bon, mais maintenant, ce que nous ayons, nous, typiquement, ce dont je parlais tout à l'heure, très rapidement, dans le rapport d'activité qui est aussi les projets d'activité. Hein, dans l'Assemblée générale, il faut analyser ce qui s'est passé, mais il faut mettre en perspective de ce qui devrait venir derrière. Il faut que nous passions, nous ayons des moyens maintenant. Des moyens pour mettre ce genre de politique en œuvre. D'ailleurs, moi, je préconise, j'en ai déjà parlé un peu au pouvoir public français et européen, je préconise de mettre en place des zones franches qui permettent d'expérimenter contributivement sur des dispositifs comme ça. Parce que un des problèmes, je vais arrêter là-dessus, très complexe que nous devons résoudre à notre époque dans tous les domaines, c'est qu'à la fois, il faut prendre des décisions réfléchies, et en même temps, il faut aller très vite. Parce que le marché va extrêmement vite. Comment donc être capable de prendre des décisions réfléchies tout en allant vite? En principe, c'est pas possible. En principe, il faut réfléchir, il faut donner le temps de réfléchir, pas trop se précipiter. En réalité, je pense que c'est tout à fait possible, et c'est ça que j'appelle la recherche contributive. C'est une recherche de terrain qui transfère, parce que quand même aller vite, ça veut dire transférer très vite les résultats des recherches. Et donc, on peut le faire même en partenariat avec le marché, parce que bien qu'on se comprenne, quand je critique le marché, moi ce n'est pas un rejet du marché, c'est le fait que le marché n'est pas autosuffisant. Et donc son intérêt, c'est en fait de savoir s'auto-limiter. Et par conséquent, la question, c'est pas de dire on va s'en prendre aux entreprises, etc. C'est simplement que la puissance politique garantisse qu'on puisse travailler en dehors des contraintes du marché, et pour que ça revienne, on bénéficie au marché. Alors, dernier point, je m'arrête vraiment, les jeunes générations aujourd'hui sont la cible d'entrée de marché. Voilà. Et donc, la question de la jeunesse, c'est pas une question parmi d'autres, c'est la question. Et donc, c'est pour ça que nous disons aussi que la question, c'est l'éducation. Mais l'éducation est dans toutes ces dimensions-là. Voilà. C'est très sommaire comme réponse, mais c'est, disons, les grands principes. Oui, allez-y. En fait, moi, j'aurais une question pour vous. Vous avez parlé de la guerre économique, en fait, qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et vous n'avez pas vraiment parlé de la manipulation des monnaies qui est en train de prendre place, justement, par rapport à toutes ces banques centralisées, comme la ECB, la Federal Reserve aux États-Unis, ou la
Japon. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde, on ne parle pas du fait que juste genre l'inflation n'est pas en train d'être gérée, qu'on est justement en train d'imprimer des centaines de millions, enfin tous les jours, quoi, limite, c'est vraiment ça, et qu'on est en train de les mettre dans des trucs comme la bourse américaine. Vous avez quoi à dire par rapport à ça, en fait? Sur la monnaie, en fait, il y a une création de monnaie par les banques centrales qui est sans commune mesure avec comment dire, la production, enfin, l'économie réelle. Ça, c'est déjà testé, ce qui fait il y a un retour de l'inflation qui va arriver, ou d'une bulle spéculative, ou d'une dévaluation considérable, ça c'est clair. Bon, après, moi je suis pas devin. On repousse un peu plus tard les questions pour rester dans un modèle qui est un modèle qui n'est pas bon. Après, le problème au niveau de l'Europe, et je réponds maintenant, je réponds plus à votre question, mais je pose la question de la monnaie, comme d'une certaine manière, Mauss posait la question de la monnaie dans les années 20. En fait, il posait la question de la monnaie, des relations compétitives, un truc classique. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette monnaie de dévaluation compétitive pour investir dans quel modèle industriel? Évidemment. Là, on a la possibilité, évidemment, l'État, enfin la puissance publique aurait la possibilité d'avoir, disons, des fonds pour investir dans une recherche, innovation qui ne soit pas pilotée par les intérêts court-termistes du marché, donc garantir une innovation industrielle socialement utile. Au contraire de l'obsolescence programmée, ça c'est pas fait. L'Europe n'a pas de politique industrielle. Voilà. Deuxième point, c'est que quand Mauss parle de cette affaire de la monnaie, il joint le problème de l'impôt, en disant qu'il faudrait qu'il y ait une fiscalité proportionnelle, proportionnelle au gain. Et d'ailleurs, à l'époque, je signale que l'idée d'un impôt sur les revenus, c'est Léon Bourgeois qui fait ça, les radicaux socialistes au tournant 1895, c'est l'idée d'un impôt progressif est tout à fait récente. Hein, et regardez aujourd'hui l'impossibilité dans laquelle nous sommes d'organiser une réforme de l'impôt. Voilà, c'est un vieux serpent de mer. Pourquoi? Alors je ne vais pas répondre à la question aujourd'hui, c'est une question énorme. Mais en tous les cas, se pose la question, et troisième élément de réponse, et je termine là, du rapport Collin et Collin sur la déterritorialisation et reterritorialisation, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure très vite optimisation fiscale. Aujourd'hui, en fait, évidemment, le rapport Collin et Collin est une grande innovation, tout simplement, qui consiste à dire, eh bien, quand il y a de la richesse et des transactions sur un territoire, il faut qu'il y ait une fiscalité qui n'échappe pas à ce territoire. Ce qui semble, évidemment, évident pour tout le monde, alors même qu'on sait très bien que les paradis fiscaux, et je sais la question des paradis fiscaux, eh bien, sont le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et quid de cette affaire? Donc c'est-à-dire que c'est la puissance publique qui, d'une certaine manière, s'est dessaisie par le consensus par l'idéologie néolibérale, eh bien, de ce que, comment dire, Gramsci appelait la guerre des esprits, eh bien, ils ont gagné la guerre des esprits, hein, voilà, et maintenant, eh bien, il faut reconstruire les armes de la critique, pas la critique des armes, parce qu'il s'agit de faire la paix. Et ces armes de la critique, ça passe par une nouvelle conception de l'industrie, par une nouvelle conception de l'éditorialisation, de l'espace public, etc. Je dirais juste un mot très rapidement, c'est que cette question de la monnaie, d'abord, nous sommes tout à fait convaincus qu'il faut réfléchir à d'autres formes de production monétaire, que par ailleurs, c'est pas forcément un problème de produire plus de monnaie que la réalité des activités économiques. Le problème, c'est ce que c'est fait au service de l'investissement et de la spéculation. Parce qu'il faut se faire crédit. Une banque centrale, en principe, comme la Banque fédérale des États-Unis, se fait crédit à elle-même, ça veut dire qu'elle croit quelque chose. Enfin, je ne dis pas que c'est ce que fait la Banque centrale, mais en principe, l'idée de départ, c'est cela. C'est-à-dire que la banque puisse se faire crédit, c'est qu'elle porte une croyance. Et aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Enfin, un système monétaire, c'est, au sens de Bertrand Gilles et de Marcel Mauss, c'est un système social inscrit dans d'autres systèmes sociaux en relation avec un système technique. À partir du moment où l'Europe a décidé de se donner l'euro et qu'elle n'a pas repensé ni le système technique, ni les systèmes sociaux, ni absolument rien,
conduisait, elle allait direct à l'échec, absolument direct. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire pour compléter le propos. Je crois qu'Arnaud peut simplement dire quelque chose. Compléter par rapport Garde le micro parce qu'il y en a d'autres. à la guerre des monnaies dont vous parliez, c'est qu'il y a bien une tendance aujourd'hui qui apparaît, ça sera le retour vers des blocs économiques. Il y aura, et c'est là où l'Europe a un rôle à jouer qu'elle ne joue pas. Parce qu'il y a un retour des blocs économiques. Ça ne veut pas dire du protectionnisme total, un retour vers le nationalisme pur. Il y aura un bloc asiatique, il y aura un bloc japonais. Il y aura un Même bloc... le bloc, c'est Voilà. tout sauf l'Ouest, non? Non, ça va au-delà. Parce que... Garde le micro si quelqu'un a besoin. Bon, voilà, je voulais simplement ajouter. Voilà, il y a quelqu'un qui demande la parole en haut. Merci Arnaud. Oui, vous parlez d'économie contributive, et il se trouve que j'ai fait un petit tour à l'ADEME, Syrie, et en fait, ce qui me pose la question, c'est qu'on a l'impression que comme ça, il y a beaucoup de réflexions, mais il n'y a pas une tentative d'unification de ces réflexions. Je pense aussi aux travaux de Bruno Latour. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme tentative aussi de visibilité politique? C'est une très importante question pour nous. Mon cerbère approuve. Je ne peux pas te prendre, je te rappelle, je suis en réunion après ça. Ciao. C'est une question fondamentale. On aurait pu en parler d'ailleurs en ce moment. Tout à l'heure, je vous dirais que dans les partenariats et les discussions qu'on a à Saint-Denis, on travaille avec des gens de Wisher, par exemple, où voilà, c'est une question que j'ai insisté, je suis intervenu il y a un mois ou deux, j'ai insisté sur le caractère impératif de bâtir une macroéconomie de la contribution. Parce qu'aujourd'hui, la contribution n'est abordée que de manière microéconomique, voire nano-économique. Et c'est la grande question. La raison de cela, on l'a un peu argumenté à plusieurs reprises, c'est que l'économie de la contribution n'est pas compatible avec l'économie consumériste. Une macroéconomie de la contribution ne peut pas fonctionner sur la base d'une macroéconomie consumériste, c'est-à-dire fordo-keynésienne. Et ça ne peut pas marcher. Du coup, ça fait peur à tout le monde, à juste raison. Parce que il serait totalement irresponsable, par exemple, d'imaginer que Michel Sapin dise maintenant on va faire des lois de travail qui sont pour l'économie de la contribution, que le ministre du budget, je n'en laisse pas trop pour trouver le nom, dise on va faire une fiscalité pour l'économie. C'est pas possible, parce qu'on est dans une économie qui n'est pas l'économie de la contribution. C'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur la question d'une politique de transition. C'est pas ce qu'on appelle la transition énergétique. La transition énergétique est un aspect très important d'ailleurs, et on y travaille ici, avec des gens qui sont dans cette salle, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus général. Il faut passer d'un macro-système consumériste à un macro-système contributif. Et c'est très compliqué parce que, outre ce que dit Andrew Filberg, à savoir que nous sommes dans une phase, bon voilà, où tout le monde devient anti-net, etc., parce que voilà. Par ailleurs, il y a un doute généralisé sur la faisabilité. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, excusez-moi. J'étais en train de suivre un fil, je l'ai perdu, c'est pas grave. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une question de transition. Et cette transition, eh bien, il faudrait la revendiquer. Ce que nous disons, nous, c'est que aujourd'hui, la classe politique ne la revendique pas. Alors, d'abord parce qu'il y a un lobbying énorme qui est fait. C'est déjà tout ce que je voulais dire. L'autre problème, c'est que, par exemple, les entreprises qui incarnent à un niveau industriel extrêmement élevé des éléments de contributivité, si je puis dire, comme Google, c'est partiellement contributif, Google. C'est ça que démontre le rapport Collin et Collin sur la fiscalité, l'économie des données, etc. Ils prennent l'aspect de l'économie contributive, parce que Alain Giffard a souligné dans son texte sur la lecture industrielle, mais le problème, c'est que cet aspect de l'économie contributive, qui est par exemple l'activité de lire, etc., et de contribuer, d'éditorialiser des choses, eh bien, il le transforme ensuite en valeur d'échange. Nous soutenons, nous l'avons dit dans une réunion de Chambre tout à l'heure aussi, que
aujourd'hui, la catégorisation économique valeur d'échange à leur usage ne fonctionne pas pour l'économie de la contribution. Dans l'économie de la contribution, il y a une troisième valeur qui existe, qui est très très importante, qui ne peut pas se calculer selon ce modèle valeur d'usage, valeur d'échange, ce que j'appelle la valeur pratique. C'est une valeur qui ne s'use pas, qui au contraire augmente avec le temps. Et c'est ça qui est en jeu dans la contribution. C'est ça qu'on appelle parfois les années-problèmes, etc. Donc voilà, mais je suis absolument d'accord avec vous, et précisément, un des buts que nous poursuivons en allant vers une économie, une projection, si je puis dire, personnaliste dans le champ de ce qu'on appelle l'internation, c'est d'ouvrir une discussion avec tous ces grands mouvements qui existent au niveau international aujourd'hui sur ces questions de macroéconomie, que pratiquement on ne pose jamais. Et on ne peut pas ne pas les poser. Il est fondamental de passer à l'échelle, comme on dit dans le monde industriel. Donc c'est notre sujet central, c'est une question que vous venez de poser. Il y a quelqu'un d'autre qui veut la parole là-haut. Pour compléter ce que dit Bernard, en fait, le 4 et 5 juillet, la communauté urbaine de Bordeaux organise des journées sur l'économie collaborative. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on voit qu'un certain personnel politique ne reste pas insensible à ça. Et évidemment, je vous invite à venir, déjà, première chose. Et deuxième chose, c'est l'idée il s'agit de fédérer un dépassement de l'économie sociale et solidaire, parce que évidemment, ça se construit face au marché, alors qu'il s'agit de réinventer de nouveaux circuits. Et là, on voit que la macroéconomie, la mezzo, la microéconomie, tout ça, ça doit rentrer dans une logique vertueuse, et voilà. Donc, il y a une réflexion, il y a une intensification des discussions. Est-ce qu'il faut prendre contribution, collaboration, etc. Voilà, des enjeux qui sont importants parce que tout simplement l'économie standard, mainstream, elle s'essouffle, quoi. Elle produit ce concept. Oui, par rapport, j'en discutais l'autre jour avec un technophile, disons, d'assez haut rang, et puis je voyais aussi le séminaire du directeur R&D de Peugeot PSA. Et ces gens-là, sur la voiture et les économies et les choses à grande échelle, il se passe des choses qui vont évoluer peut-être pas de la façon, dans le schéma actuel, la voiture est un truc très fixe depuis 100 ans, elle pourrait devenir le véhicule, au sens figuré, d'un changement. Pourquoi ? Parce que un Google Car, après essuyage des premiers plâtres, les compagnies d'assurance vont être obligées d'admettre qu'à Las Vegas, ça réduit la mortalité des gens qui rentrent chez eux. Et donc, de proche en proche, en Californie, on aura peut-être des choses comme ça. À ce moment-là, la voiture, et les gens en sont conscients, ne serait plus un objet de propriété privée. Ça deviendrait un objet commun. Donc, je vous laisse deviner l'échelle de ce qui se passe. Ça peut devenir du coup un véhicule électrique, ça apporte une réponse énergétique. Ça permettrait aux gens de se déplacer hors des côtes banlieues, si on rêve un peu. Voilà. Bon, il y a des choses où il ne faut pas prendre la voiture pour un diable, forcément. Il y a des petits non-dieux peut-être dedans, et malgré tout avec la technologie. Oui, mais ça c'est notre point de vue, nous prenons tout pour un pharmacone, même vous. Donc, absolument. Tout à fait d'accord avec cette confession. Qui d'autre veut la parole ? Oui, ici, s'il vous plaît. Merci. Il nous reste encore 5 bonnes minutes. Donc, ça sera l'avant-dernière question, si vous voulez bien. Bonjour. Je voudrais parler des limites, parce que vous avez beaucoup parlé de ça. Je pense qu'autour de la question des nations, autour de la question de l'autonomie, qui revient un petit peu, la question de la démocratie qui était là en sous-bassement de ce que vous pouvez parler. J'aimerais savoir, parce que j'ai l'impression qu'au niveau des techniques, à la fois de techniques particulières, vous avez parlé beaucoup des techniques numériques, mais aussi du système technique en lui-même, quelle est votre position par rapport à la limitation en tant que condition de formation psychologique? Je vais prendre des exemples. Je n'ai pas le même rapport à la manière de prendre des photos dans la quantité, si j'ai un appareil photo numérique ou un appareil photo argentique, et par rapport, plus généralement, c'est très vague ce que je veux dire, mais à l'Internet, c'est-à-dire une manière d'avoir accès justement à la publicité, à l'information, en général, qui n'est pas limitée. Et je dis ça parce que là, au niveau des techniques qui n'étaient pas numériques avant, cette question, j'ai l'impression, ne se posait pas. Par exemple, est-ce qu'on a souvent posé la question au niveau de la qualité de l'information, dire
Si j'ai un journal tous les jours dans mes mains, j'apprends beaucoup de choses, mais est-ce que ça n'entraîne pas un surplus d'informations qui empêche la décision personnelle, la décision politique, parce que je sais trop de choses, et parce que ce n'est pas à mon échelle de savoir tant de choses. Je dis ça parce que vous avez aussi parlé de l'échelle, et je pense que la question des nations, c'est ça. C'est une question comme ça qui est en jeu. Je ne pense pas que la démocratie soit possible s'il n'y a pas des choses qui soient à échelle humaine, et donc les techniques numériques, moi, me semblent être menaçantes à ce niveau-là, même si je suis d'accord avec vous, je ne suis pas du tout anti-technique, hein, mais c'est une question, voilà, la question des limites et du numérique, c'est ça. C'est un très bonne question. Moi, je ne dirais pas qu'on a trop de savoir. On n'a jamais trop de savoir, on a trop d'informations qu'on n'arrive pas à transformer en savoir. Pas du tout la même chose, l'information et le savoir, et je pense que ce à quoi nous donne accès les technologies numériques et les réseaux, ce sont des informations. J'ai un tout petit peu parlé d'Iris, je voulais d'ailleurs en parler un peu plus, je n'ai pas eu le temps, donc j'ai déjà beaucoup parlé, mais au sein de l'IRI et avec Arsène Israël, nous commençons à développer des technologies de mutualisation du travail. Et on réfléchit d'ailleurs avec un journal qui s'appelle Mediapart, en utilisant le journal Mediapart, je dis ça, on n'en avait pas parlé au conseil d'administration, donc on avait déjà parlé il y a longtemps à la constitution de ce que nous appelons des coopératives de savoir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'aujourd'hui, le net est fait, YouTube qui devait parler aujourd'hui, mais qui ne pouvait pas finalement pour des raisons techniques, s'il était venu, je pense qu'il aurait parlé de Occupy Hong Kong, puisqu'il est de Hong Kong. Il aurait aussi parlé d'un travail que nous faisons ensemble avec l'Université de Lufana en Allemagne, et avec Harry Alpin, qui est un travail sur repenser les réseaux, la technologie, ce qu'on appelle le social networking, les technologies de réseaux sociaux, dans un sens de désatomisation. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Je veux dire que la thèse que soutient pas Harry Alpin, YouTube, mais avec Harry Alpin, c'est que le modèle qui sert à des graphes sociaux, ce qu'on appelle les graphes sociaux qui servent à Facebook, est un modèle inspiré par Moreno. C'était un importateur du freudisme, trahissant Freud d'ailleurs, selon les freudiens de stricte obédience, et je crois qu'ils ont raison, mais qui avait mis en œuvre toutes sortes de technologies sociales et psychologiques, d'ailleurs, et qui repose sur une idée totalement individualiste du réseau social. C'est-à-dire qu'un réseau social est constitué par des individus qui sont en communication avec d'autres individus point à point. Et ce que dit Hugh, en s'appuyant sur Simondon, c'est qu'en fait, un réseau social, c'est pas du tout ça. Un réseau social, c'est produit par la transindividuation, c'est-à-dire qu'il y a des individus intermédiaires. Par exemple, l'Arsène socialiste est un individu intermédiaire. Un syndicat est un individu intermédiaire. Une famille est un individu intermédiaire. Une religion est un individu intermédiaire. Et donc la question, c'est d'outiller les individus intermédiaires. Par exemple, pour que l'Église existe, il faut des outils, ça s'appelle des instruments du culte, et il faut les construire, ces instruments. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, le marché des relations, parce que le marché aujourd'hui de Google, Facebook, ça c'est un marché des relations, c'est un marché totalement biaisé, parce que nous considérons que c'est une organologie limitée. Voilà, je vais parler de limites. Je pense que les limites, elles sont dans la nature même des technologies en question. C'est pour ça que nous travaillons en ce moment, et ça se fait avec Arsène Israëlis. À l'IRI, nous travaillons à développer des technologies, donc ce que j'appelle tout à l'heure indexation, annotation et éditorialisation contributive, qui peuvent par exemple consister à dire, ben voilà, imaginons que tout Arsène Israëlis, tous les gens d'Arsène Israëlis, travaillent ensemble à lire ensemble, avec les mêmes outils d'annotation, le journal Mediapart. Et qu'ils créent un club Arsène Israëlis sur Mediapart. Ce serait intéressant ça. Et on pourrait imaginer que ces lecteurs, ils se partagent des choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent mieux ou qui aiment mieux. Il y a des gens qui adorent le théâtre, d'autres qui s'en foutent, qui n'ont pas le temps d'y aller. Il y en a qui sont très, très calés dans des problèmes dans des pratiques de fiscalité. Enfin, bon, là, donc on pourrait imaginer tout ça. Mais ça ne peut pas marcher si, premièrement, il n'y a pas des technologies d'annotation standardisées, avec un standard qui fonctionne, qui est compatible avec les standards industriels contemporains, etc. On ne peut pas rentrer dans les détails. Et deuxièmement, ce que j'appelle des technologies politiques numériques, qui sont des technologies de processus de transindividuation. C'est-à-dire qu'il faut créer des technologies qui permettent à un moment donné à un groupe de se cristalliser en disant nous nous reconnaissons dans ce point de vue-là. Et nous nous différencions de ce point de vue-là. Nous combattons ce point de vue-là. C'est pas forcément combattre, hein, ça peut ne pas être sur ce registre. Mais
c'est le polémos. C'est ce qu'Héraclite appelait le polémos. Et dont tu parlais en citant Gauss d'ailleurs, parce que le conflit n'est pas la guerre. Il n'y a pas de société sans conflit. Il faut du conflit pour que la société marche bien. Et le problème, c'est comment éviter que ce conflit devienne une guerre, ou ne soit court-circuité pour qu'il n'y ait plus du tout de pensée. Le conflit produit de la négantropie. Alors, voilà, c'est une réponse, c'est un élément de réponse à une question que vous soulevez qui est beaucoup plus vaste. Plus généralement, si j'ai beaucoup insisté aujourd'hui, et j'aurais voulu pouvoir le faire plus d'ailleurs, je n'avais pas le temps, sur la théorie de l'entropie et de la négantropie, c'est que je pense que d'abord, il y a des travaux en économie actuellement, qui sont extrêmement importants, qui mobilisent la théorie de l'entropie, qui est aussi la théorie de l'information. La théorie de l'information, ce qu'on appelle la théorie de l'information, c'est une translation de la théorie de l'entropie dans le champ de l'information. Tout cela aujourd'hui, ça se formalise aussi bien, par exemple, au W3C, l'instance de régulation du web, que chez des gens qui font de la nouvelle théorie de l'économie, face à la crise contemporaine, que en biologie, dans la nouvelle biologie, et voilà. Et donc, je pense qu'il faut, la question que vous venez de poser, c'est un problème d'entropie et d'entropie. Et formellement, c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Dernier point, la catégorisation, ça permet de produire des processus négantropiques. Si c'est une catégorisation herméneutique, c'est-à-dire s'il y a des agents qui sont capables de faire des interprétations catégoriales qui les produisent, ou bien ça produit de l'entropie si c'est une catégorisation qui est exclusivement produite par le calcul. Et ça, c'est la grande question des années qui viennent. Une dernière question, si vous voulez bien, parce qu'après, il faut qu'on passe vraiment à l'Assemblée générale. Content de vous entendre évoquer le W3C, et depuis le début, je pense qu'il y aurait une analyse intéressante à mener sur l'instance qu'est l'ICANN face à l'instance qu'est le W3C. Dans un jeu d'internation, il me semble que du côté des industriels, il y a des institutions qui sont déjà dotées de concepts ou de notions très proches de ce que nous pourrions essayer de construire avec Arcelor-Mittal. En particulier du côté, je dirais, de l'exécutif qui est l'ICANN, et du relatif public, plus ou moins collaboratif, qui est le W3C. J'espère que tout le monde a entendu, parce qu'il n'y avait pas d'amplification. Vous avez entendu au fond de la salle? Oui, d'accord. Archi d'accord avec ce que vous venez de dire. Archi d'accord. Bon, je n'ai pas noté ces points, parce que je vais venir un petit peu dans la suite. Peut-être à la Pierrot, n'est-ce pas? On se connaît depuis longtemps, d'ailleurs. Archi d'accord avec ça, sachant que la question qui se pose derrière ça, c'est qu'il y a un rapport de l'internation, ce que nous appelons l'internation, et nous tâtonnons, nous ne savons pas très bien. J'ai commencé en disant l'internation, personne ne sait ce que c'est, parce que c'est un avenir. Donc ça n'existe pas, d'ailleurs ça n'existera peut-être jamais, ça consistera peut-être un jour, mais donc on ne sait pas très bien de quoi on parle en disant ça. Mais en tout cas, ce que je crois, alors là je parle pour moi, je crois, enfin, une question qui se pose, c'est le rapport de l'internation aux institutions. Et ça suppose une analyse institutionnelle des types d'institutions. Par exemple, l'ICANN ou le W3C, ça n'est pas la même chose que l'ONU, qui n'est pas la même chose qu'une ONG, qui n'est pas la même chose qu'un État, qui n'est pas la même chose que l'Union européenne. Il faut faire une typologie de tout cela. Et il faut que la question de l'internation soit portée dans cette cartographie-là des processus d'institution, de régulation, etc. De constitution de pouvoir, de plateforme de négociation. Donc cet argument sera là. Mais on est absolument d'accord là-dessus. En fait, ICANN, W3C et beaucoup d'autres institutions de ce type sont en avance en réalité sur le politique, comme sur l'économique d'ailleurs, par rapport à tout ça. Et ça, c'est très important. C'est pas pour rien qu'on a discuté pas mal avec les gens de W3C, à l'IRIB, plus qu'à l'Arsenal. Merci pour cette question. Je suis désolé un peu autoritairement d'être interne à la discussion, mais on pourra la continuer si vous voulez sur Internet. Il est tout à fait possible d'adresser sur Internet à Arsène Israélis, à contact à Arsène Israélis, à continuer la discussion. Et moi, on pourrait même créer une liste de discussions d'intervention. Parce que là, je pense qu'il faut se donner les moyens de ce qu'on veut faire. Et donc, pourquoi pas créer cette liste de discussion demain matin? Et maintenant, je vais ouvrir l'Assemblée générale. Alors, vous pouvez rester là, mais ce que je vous demande en revanche, c'est vraiment, on vous fait confiance, et si vous n'avez pas, si vous voulez prendre la parole et que vous n'avez pas fait de cotisation, vous appelez là, parce que c'est la loi. Pardon? Ou à la fin, à 5 heures. Faire confiance aux personnes. J'ai pas compris.
On peut attendre 5 heures pour prendre les cotisations. Non, on attend à 5 heures pour prendre les cotisations, bien entendu, pour ceux qui veulent payer les cotisations et qui ne sont pas fait. Alors, on va faire 2 exercices incontournables dans une assemblée générale, c'est de faire un rapport d'activité et un rapport financier, premièrement. Et deuxièmement, on va faire un exercice aussi important qui est le renouvellement du conseil d'administration, puisqu'il est renouvelable pour 1 an. Ensuite, de quoi il faudra refaire le conseil d'administration. Et je vous pose tout de suite cette question, enfin, je vous informe tout de suite de cette procédure-là, parce qu'elle est évidemment très importante, c'est le moment le plus démocratique de la journée, c'est le moment d'un vote. Le conseil d'administration, tel qu'il existait jusqu'à maintenant, qui constituait de 13 personnes, c'est bien ça, hein, pardon, Caroline, 13 au conseil d'administration, dont je suis le président. 11 personnes, dont moi, se représentent, 2 ne se représentent pas, qui sont Cécile Caventou et Johan Maté. Johan étant par ailleurs en Californie, et, bon, je le verrai la semaine prochaine d'ailleurs, c'est devenu très très compliqué pour lui de rester à ce conseil d'administration. Alors, il y a 2 candidats pour le remplacement de ces 2, mais vous pouvez être candidat bien entendu, il y a 2 candidats pour le remplacement de ces 2 partants du CA, qui sont Colette Tron, qui depuis très longtemps à Marseille essaye de créer un Marseille Arsanis-Filialis, enfin Arsanis à Marseille, et d'ailleurs ça va se faire, puisque ça commence à l'automne. On va mettre en place un séminaire Arsanis-Filialis dès le mois de novembre, je crois. Et d'autre part, Gérald Moore qui est un prof de philosophie à l'université de Durham en Angleterre, et qui est aussi quelqu'un qui contribue énormément à pharmacon.fr, dans le séminaire en particulier, voilà, qui est candidat à cela. Donc je vous le dis, on ne va pas voter maintenant, on votera sur le rapport d'activité, sur le rapport financier, et sur cela à la fin de cette séance, sur les 3 points. Tout simplement préciser que le mandat est renouvelé pour 1 an. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le mandat est renouvelé pour 1 an, et ensuite on renouvellera tout le conseil d'administration. L'homme n'écoute jamais, c'est comme ça. Alors, très rapidement, un rapport d'activité, qui va être sommaire, hein, je ne vais pas faire le détail, on est quand même vraiment placé, je voudrais être très... Voilà, et ne pas jouer un mauvais tour au théâtre qui nous accueille. Bon, cette année, on a publié, c'est quelque chose d'important, c'était un long travail, je remercie beaucoup Victor Petit, qui est ici présent, qui a joué un rôle fondamental. On a publié le vocabulaire d'Arsanis-Filialis. Ce vocabulaire donc, est paru chez Flammarion dans un bouquin qui s'appelle Pharmacologie du Front National par ailleurs. Donc j'ai écrit cette partie qui s'appelle Pharmacologie du Front National. Bon, ce vocabulaire, c'est un travail qui s'est fait d'abord un petit peu sur la plateforme Arsanis-Filialis. Je ne sais pas aujourd'hui on en a des contributions sur Arsanis-Filialis, mais il y a 1 an et demi, on était à 596 personnes qui contribuaient régulièrement au site. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout, on n'a pas fait de statistiques, ça ne serait pas compliqué de les faire, mais on n'y a pas pensé, tout simplement. Ce vocabulaire, ce n'est pas un truc figé. Moi, ce que j'espère, c'est que dans 2 ans, on en publie un autre. Voilà. En remettant en cause un certain nombre de définitions, en introduisant de nouveaux mots, en enlevant d'autres, etc. Parce que tant que ça vit, ça veut dire qu'on produit de la transindividuation, et on est fait pour ça. Moi, j'ai toujours défini Arsanis-Filialis comme un espace, une sphère de transindividuation singulière. Voilà. L'autre activité assez régulière qui se fait, Arsanis-Filialis, ça se passe à c'est pharmacon.fr et ça marche bien. Pharmacon.fr, c'est donc une école qui se trouve à Épineuil, mais en fait elle ne se trouve pas à Épineuil, elle se trouve sur Internet. Le cours est suivi par à peu près 1000 personnes régulièrement. Quand je dis suivi, c'est 1000 personnes qui suivent vraiment tous les cours. Et le séminaire est suivi par environ 40 personnes qui sont affiliées, parce qu'il y en a d'autres qui le regardent comme ça. Voilà. Le cours, c'est un cours d'initiation à la philosophie, mais qui est fait... il faut avoir vu tous les cours précédents pour regarder, donc à la fin, c'est plus complètement l'initiation. Aujourd'hui, c'est plus vraiment l'initiation pour les gens qui suivent. Et le séminaire, c'est un PhD séminaire, comme on dit aux États-Unis ou en Angleterre, c'est-à-dire que c'est une école doctorale, en fait. Et il va y avoir bientôt l'Académie d'été, qui se passera à Épineuil, et j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas le refaire. Par ailleurs, une activité importante qui a eu lieu cette année à Arsanis-Filialis, c'est l'atelier commun IRI Arsanis-Filialis, qui a été porté par le directeur exécutif de l'IRI, comme il s'appelle lui-même, qui est Vincent Puig, ici présent, qui est membre d'Arsanis-Filialis.
par Christian Forêt, qui est aussi membre d'Ars Industrialis, par Simon Lassel, qui est également membre d'Ars Industrialis, sont tous les trois membres du conseil d'administration, par Jean-Val Monrousseau, qui est parti là tout à l'heure, et moi-même. Voilà. Et donc avec par ailleurs une quinzaine d'autres personnes, dont certaines d'ailleurs fréquentent sur arnacon.fr. Et voilà, il y a un travail qui se fait, qui est mis en ligne, qui vient d'être d'ailleurs organisé de manière très très intéressante par Jean-Val. Et je vous recommande d'aller voir ça, parce que c'est vraiment, je crois que ça nous intéressera, c'est vraiment au cœur des questions dont on vient de parler là. On a aussi un certain nombre d'autres activités, qui sont des activités plutôt, qui sont discrètes parfois, délibérément très discrètes, parce que parfois il faut discuter avec des gens qu'on parle bien, qu'on sache, qu'on sait. Voilà. Et on est dans une période difficile, donc ça ne veut pas dire que c'est secret, hein, on le voit bien, je ne peux pas dire qu'on fait des choses clandestines, rien de ce genre-là, mais voilà, on fait des choses dans la discrétion, parce qu'il y a des choses que les gens ne diraient pas si c'était en public. Voilà, on a donc un certain nombre de réunions qui se tiennent comme cela, et on en met une partie en ligne. Donc, par exemple, il va y avoir une réunion qu'on a tenue le 8 juin, il y a 2 semaines, qui s'est très très bien passée. On a essayé de faire se rencontrer vraiment des personnes qui sont, je crois, parmi en France en tout cas, vraiment les plus qualifiées sur les questions liées au numérique, aux technologies numériques, à l'économie numérique, à la fiscalité numérique, etc. Mais qui ne sont pas forcément d'accord. Ils peuvent être même pas complètement opposés, ce ne sont pas des ennemis, mais qui peuvent être vraiment sur des positions assez différentes, qui commencer par différentes des nôtres. Et ça s'est passé très très bien, cette réunion-là, va rester en ligne dans quelques jours. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, je ne vais pas parler dans le détail parce qu'il faut être rapide. On a des coopérations, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure avec la psychiatrie du Nord-Pas-de-Calais. Il y a des projets vraiment de collaboration, de formation, de recherche-action avec des psychiatres et des industrialistes qui sont en train d'être discutés. Il y a des partenariats divers et variés avec une mutuelle qui s'appelle B2V, qui apporte 8 000 € à Ars Industrialis, qui n'est pas rien, avec l'école de commerce de Grenoble, pareil, qui apporte 8 000 € à Ars Industrialis. Également avec la Belgique, à travers Pierre-Yves Defoe, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes en discussion en ce moment, avec des associations comme WeShare, que j'ai évoqué tout à l'heure, une association qui travaille sur l'économie contributive, avec aussi un groupe de jeunes designers qui s'appelle LiveAir, qui travaille sur un design contributif, qui eux sont dans le business, mais qui sont très sympathiques et qui, à mon avis, ont des idées très intéressantes, qui s'inspirent beaucoup des nôtres, en tout cas. Voilà. Alors, après, je vais vous dire, donc, il y a d'autres aspects sur l'activité, mais je crois que dans l'essentiel, voilà, c'est le point le plus saillant. Les choses que je voulais vous dire par ailleurs, c'est que par rapport à ce tournant qu'on va soumettre au vote des membres de l'AG d'Ars Industrialis, je ne sais pas encore si on va vous proposer un changement de nom aujourd'hui, enfin, je ne crois pas, mais en tout cas, c'est des questions qui se poseront plus tard, très concrètement et assez vite. Pour aller positivement dans cette direction, on va constituer un comité. Pour le moment, j'appelle un comité pour la constitution d'Ars Industrialis dans l'internation. Ce comité sera composé, on fera des propositions, on en discutera entre nous, d'une, je ne sais pas, une vingtaine, 25 personnalités. Andrew qui est parti, par exemple, Andrew Schindler, qui est un penseur important, qui enseigne au Canada, voilà, ça fait partie des gens à qui j'aimerais qu'on propose de faire partie de ce comité. Et il y en a Yuki, dont je parlais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'autres. Je pense que ce comité sera très très important. On lui proposera un manifeste à ce comité, qui le signera avec nous, qui sera évidemment traduit en plusieurs langues. Et les échéances pour faire monter en puissance la réflexion sur cette transformation de l'Ars Industrialis, parce qu'elle n'est pas faite du tout, cette transformation. Ce qui est en train de se faire, c'est la décision de la faire, pas la transformation elle-même. Eh bien, à l'Académie d'été de Pharmacon, on va en discuter, ça va être assez central dans les discussions. Mais il y aura également un rendez-vous à Berkeley, dans le cadre des collaborations qu'on a ouvertes à l'IRI avec les Digital Studies de l'Université de Berkeley, il y a d'autres, il y a Los Angeles aussi d'ailleurs, etc., UCLA, il y en a beaucoup d'autres, dont l'Université de Rome, dont fait partie Gérald Moore, je parlais tout à l'heure. Et l'idée que je vous propose, c'est de présenter ce manifeste et ses signataires à Berkeley. Je voudrais qu'on fasse ça en France, et je pense que c'est très très bien de le faire en Californie, le 23 octobre, puisque le 23 octobre, je serai à Berkeley. Et d'autre part, on envisage de faire une séance de ce type-là, peut-être dans une salle plus grande, parce que là, je pense qu'on risque d'avoir beaucoup plus de monde,
autour du mouvement social Occupy, etc. Et en invitant, en faisant venir des membres fondateurs de tous ces mouvements, en Espagne, aux États-Unis, en Afrique du Nord, etc., en les faisant venir, ou en faisant, ça sera une journée entière là, en faisant des liaisons Skype, pour essayer de poser cette question de l'internation avec eux, et leur proposer un certain nombre de questions et de propositions. Et je vais terminer là-dessus. Bon. Ce que je crois, moi, c'est que l'arsenic dans l'internation, ça ne va plus fonctionner tout à fait comme autrefois, parce qu'il va falloir faire des choix, organiser une nouvelle priorité, définir une nouvelle priorité. Et ce que je crois, c'est que ça devrait devenir un acteur, je ne veux pas dire l'acteur, mais un acteur qui suscite le portage d'un certain nombre de questions, carrément au niveau de l'ONU, de l'Union européenne, à travers les députés européens, pas à travers la Commission. Il faut aussi passer par la Commission, il y a aussi la Commission, mais c'est aux députés qu'il faut s'adresser, puisque l'Union européenne, c'est quand même un lieu avec une chambre, qui n'est pas le cas de l'ONU, dans l'ONU, il y a des représentants des États. Et je pense qu'il faut porter à ce niveau-là, et au niveau de l'ensemble de ces groupes, un discours cohérent, responsable, de proposition. Il faut aussi chercher des soutiens. Il va falloir vraiment, parce qu'il va falloir des sous, pour être très clair. Autant on a bricolé jusqu'à maintenant avec de l'argent privé souvent que nous investissons, si je peux dire, dans la suite, autant maintenant il faut passer à autre chose. Parce qu'un projet comme celui-là, c'est beaucoup de moyens. Donc voilà, et là je pense qu'il faut le dire de manière très très claire. Et je pense qu'il y a vraiment, j'ai rencontré personnellement par exemple à New York quelqu'un qui travaille avec l'ONU et qui m'a dit, moi je vous ferai en contact quand vous voudrez le responsable de l'ONU pour ça, et l'ONU vous soutiendra. En tout cas, moi je vous soutiendrai. Cette personne était la directrice des relations internationales de Rutgers University, qui est une très bonne université à côté de New York. Donc je pense qu'on a vraiment des possibilités de trouver des choses. Par ailleurs, il faut bien voir que travailler comme ça suppose de la traduction simultanée, ça parce qu'on peut. Moi, je suis contre le fait que tout le monde parle un anglais bidon de cuisine, et donc je pense qu'il faut se donner de vrais moyens pour être une organisation internationale. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il va falloir que dans notre manifeste, nous avancions d'emblée, alors là je parle de l'arsenicialisme, nous arrivions avec des propositions. Et des propositions positives. C'est-à-dire pour faire passer les mouvements sociaux en question à un nouveau stade, et pour essayer avec eux d'avancer, il faut faire des propositions précises et positives. Par exemple, parler d'une nouvelle puissance publique, et de dire voilà les objectifs et les actions que nous avançons sur ce que pourrait être une nouvelle puissance publique. Poser le problème que nous avons posé depuis l'origine par l'arsenicialisme, qui est le problème de ce que nous appelons une reconstruction de l'économie libidinale, c'est-à-dire du désir, mettre un terme à la destruction du désir par le marketing, ce qui ne veut pas dire détruire le marketing, ça veut dire imposer que le marketing se réinvente, devienne autre chose et plus responsable, et s'appuyer sur ce que nous appelons, avec notamment Julien Gauthier et Alain Giffard, les techniques de soi, le soin, les thérapéias, etc. Bref, toute la thérapeutique du pharmacone. Troisièmement, question absolument fondamentale, c'est peut-être à travers celle-là qu'il faut commencer d'ailleurs, la question de l'éducation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait un portage au niveau transnational dans cette internation d'un discours sur l'éducation qui soit véritablement réfléchi. Évidemment, porter un discours sur l'économie de la contribution, et ce que j'écrivais tout à l'heure, une question de transition, porter un discours aussi sur le fait que, et revendiquer le fait que cette économie de la contribution devrait devenir le déterminificateur des politiques publiques, par exemple. C'est ça qui devrait faire la cohérence pour moi aujourd'hui du gouvernement Ayrault, et pas je ne sais quel bricolage. Expliciter les conditions de cette transition, c'est-à-dire expliciter, ça veut dire faire un agenda, inscrire dans le temps, en disant avec des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on les respecte, les objectifs, mais quand on en a, on peut s'en approcher. Et puis, enfin, deux points dont j'ai beaucoup parlé, une nouvelle organologie. Je pense qu'il est essentiel que cette communauté porte un discours sur la nécessité de produire cette nouvelle organologie en ne se soumettant pas aux intérêts des actionnaires de Facebook City. Et enfin, dernier point, c'est que ça doit être un discours sur un traité de paix économique. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau du rapport d'activité qui est aussi un projet d'activité. Et je passe maintenant la parole à Arnaud qui va nous faire un rapport financier.
Oui, donc, désolé parce que je n'ai pas prévu qu'il y ait autant de monde à l'Assemblée, donc le rapport ne l'aurait pas tous en main. Mais en gros, nous avons eu une année de transition cette année, puisque les 3 dernières années, nos finances étaient basées sur des activités de prestation, en particulier à Nantes, prestation qui s'est arrêtée l'année dernière, et qui s'est arrêtée aussi de par la volonté, j'allais dire, de l'équipe, qui considérait que c'était beaucoup de travail par rapport à ce que cela pouvait rapporter, et en particulier, bon, si on arrivait à payer les intervenants extérieurs, il est certain que ce soit Bernard, Christian Forêt ou Franck Ormeret qui sont beaucoup investis dans cette mission à Nantes, là, qui a duré près de 3 ans, le temps qu'ils y ont passé, ils n'ont pas été rémunérés à la hauteur de ça. Donc, on a considéré que ça mangeait beaucoup trop de temps par rapport aux objectifs véritables d'Ars Industrialis. C'était une expérience locale très intéressante, mais donc il a fallu baisser le voile, et donc on a pris une disposition pour, dans l'attente justement par rapport à la transition dont vous a parlé Bernard, pour diminuer nos frais généraux, et j'allais dire, on va passer pratiquement d'une activité qui représentait de l'ordre de 90 à 100 000 euros ces 3 dernières années de produits, à un point mort qui aujourd'hui est basé pratiquement sur 20 000 euros. Ce qui s'est traduit par le fait que la masse salariale, qui est essentiellement c'est l'activité de l'académie plus la masse salariale, a beaucoup diminué, ce qui a impliqué l'effort des personnes impliquées. En fait, il y avait 2 salaires, et un qui nous était subventionné à travers un contrat CE8 par rapport à notre ami Lanval, qui a travaillé formidablement pendant 2 ans sur la base d'un contrat CU8, contrat unique d'insertion, qui était subventionné à 70%, ce qui nous avait permis de l'embaucher, mais ce qui ne nous a pas permis de maintenir, mais je crois qu'il a trouvé un travail encore plus intéressant à Léry aujourd'hui. Plus intéressant, ça m'étonnerait. On ne peut pas trouver plus intéressant. Bon, enfin, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, cet exercice est traduit par un déficit de 11 000 euros, mais comme l'année précédente, nous avions un excédent de trésorerie, si on ne peut pas les efforts qui avaient été faits pour ne pas rémunérer en conséquence, je vais dire, les travaux de nos principaux intervenants dans l'émission. Nous avons pu nous en sortir sans jamais demander le moindre crédit, enfin utiliser en tout cas les crédits que nous avions obtenus par notre banque. Donc nous avons eu un déficit d'un peu plus de 11 000 euros, ce qui ramène nos fonds propres à 15 000 euros, environ 15 000 euros. J'ai fait distribuer aussi un tableau résumé de nos comptes qui sont arrêtés par un cabinet d'experts comptables, le cabinet Hector. Donc, du côté des produits, par rapport à un total de produits de 70 000 euros, on a eu 45 000 de prestations, le solde en subvention, tant par rapport à ce que vous avez indiqué, le contrat de unique d'insertion, que subvention qui était une queue de subvention de la région Centre par rapport à l'école d'Épineuil. Mais ça, c'était vraiment une queue de subvention qui, au moment de la création, nous avons obtenu une subvention, et on a pu obtenir le paiement du solde de 6 000. Et puis, Bernard Stiegler avait organisé pour le compte de la région Île-de-France un colloque sur l'école numérique dans le cadre des journées d'éducation à Paris à l'automne dernier, où là, nous avons eu une subvention aussi, mais ces subventions permettent essentiellement de payer les intervenants. Et puis enfin, nos principales autres dépenses, c'est l'académie d'été, mais là aussi, vous pouvez imaginer que quand Bernard et Caroline accueillent 50 voire 100 personnes le dernier jour, quand ils prévoient un budget de 5 000 euros, je pense qu'ils n'intègrent absolument pas le coût de cette opération pour eux. Enfin, il y a les cotisations des adhérents. Là aussi, nous avons un courant toujours régulier. Je crois que c'est un peu exceptionnel pour une association chaque année de nouveaux adhérents avec des cotisations de base de 16 euros, voire moins pour comme il a dit tout à l'heure, pour les chômeurs et les étudiants.
Et puis les cotisations de soutien, et là aussi nous avons chaque année plus d'une quarantaine d'adhésions de soutien qui vont de 50 à 100, voire 200, voire plus d'euros, et ça représente près de la moitié des cotisations. Donc ça aussi c'est remarquable, et surtout j'insiste parce que nous avons souvent de nouveaux adhérents qui arrivent chaque année, qui montrent la vitalité et la progression de l'intérêt par ceux qui s'agissent et qui sont prêts à s'engager, j'allais dire financièrement, quelquefois ce ne sont pas forcément ceux qui ont plus de moyens qui donnent le plus d'argent. Alors les honoraires aussi. C'est toujours comme ça. Les honoraires, je vous ai parlé des unités modestes pour ceux qui intervenaient. Cette année, ils ont représenté 13 000 euros. C'est pas grand-chose, mais nous payons quand même correctement les intervenants dans les séminaires que nous organisons. Et puis les charges, là aussi, elles ont représenté près de 13 000 euros, mais c'est vraiment le remboursement strict des transports et des hôtels-restaurants dans le cadre des missions. Et croyez-moi bien que chacun d'entre nous, et souvent pour notre poche, on demande vraiment le minimum pour rester dans le cadre d'un budget, j'allais dire, limité. Chacun est conscient de nos limites. Et donc ça représente un engagement pour chacun qui s'est investi dans les activités de l'Ars Industrialis. Et puis je rappellerai aussi que nous avons bénéficié, Bernard le disait, dans le cadre de la colline, aujourd'hui, de l'accueil du théâtre du Rond-Point, et que nous avons aussi, nous faisons des réunions pour les groupes de travail, pour les maisons d'association, dans le cadre des maisons d'association du 17e, ou dans les locaux de l'IRI qui peuvent nous accueillir quand ils ont à disposition la salle et qu'ils n'utilisent pas, au centre Pompidou, ce qui effectivement est un endroit facile d'accès pour tout le monde. Voilà. Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui nous avons besoin d'adhésion et de soutien de tous nos adhérents dans cette phase de transition et que c'est une façon de marquer un peu votre engagement et là sur la base des moyens de chacun. Et ça je vous remercie en tant que trésorier. Je vous remercie par avance. Voilà, donc s'il y a certaines questions que vous souhaitiez poser, on n'a pas beaucoup de temps, mais bien sûr je suis à votre disposition par rapport au compte d'exploitation qui vous ont été distribués. Encore désolé si chacun n'a pas pu avoir la dite feuille. Et par ailleurs, donc si certains d'entre vous veulent candidater au remplacement des deux postes, c'est maintenant qu'il faut le faire, après ce sera trop tard. Sachant qu'on a 2 candidats qui se sont déjà présentés. Donc une depuis longtemps. S'il n'y a pas de questions, on va procéder à un vote. Donc je vais faire voter séparément sur le rapport d'activité. Alors, sur le rapport d'activité et sur le projet d'activité. C'est surtout là-dessus que je voulais faire voter. Est-ce qu'il y a des personnes ici d'abord qui sont contre ce projet d'activité et ce rapport d'activité? Et s'il y en a qui s'abstiennent? Dans ce cas, s'il n'y en a pas, c'est que c'est adopté à l'unanimité. Même question pour le rapport financier. Qui serait contre ce rapport financier? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Qui est contre l'élection de Gérald Moore? Puisqu'il n'y a pas d'autre candidat. Gérald Moore et Colette Tron. S'il n'y a personne, les sont élus, félicitations. Bravo. Bravo. On est là. Bon. Je vous remercie beaucoup. On a vécu une année vraiment spéciale. Il n'y a pas que nous, malheureusement, qui avons vécu une année spéciale. C'est une année spéciale pour le monde entier, je crois. C'est pas toujours évident. Mais on est vraiment très très heureux de voir que, voilà, comme vient de le dire Arnaud, ça fonctionne toujours. Je veux remercier Patrice Delarme d'ailleurs qui est ici, grâce à qui aussi une bonne partie de ce qu'on fait à pharmacone.fr, qui est devenu un peu ce qui remplace ce qui se faisait autrefois au collège de philosophie. Il nous aide beaucoup toute l'année, et d'abord parce qu'il nous accueille dans des locaux, et aussi pour très concrètement la mise en ligne d'un certain nombre de choses. Et puis l'organisation de l'académie qui est un gros travail, comme le dit Arnaud.
Voilà. Vous êtes bienvenus à l'Académie. Si jamais vous vouliez venir, même si c'est pas qu'une journée, je vous dis 3 mots sur ce qui se passe dans l'Académie cette année. Comme d'habitude, les 2 premières journées, c'est les 15 et 16 août. Il y aura la fin du séminaire, parce qu'en fait, l'Académie se termine. Commence par les 2 derniers jours du séminaire. C'est le moment où les doctorants, enfin doctorants, pas forcément doctorants, disons les chercheurs et les post-doctorants, qui suivent le séminaire toute l'année, viennent présenter leurs travaux. Voilà. Donc, les 2 premiers jours, les 15 et 16, ce sont les doctorants. Je pense que ça sera très très intéressant, mais ça n'est pas ouvert à tout le monde. Le 3e jour, ce sera des invités. Ce seront des invités, certains assez connus, comme quelqu'un que j'ai nommé à l'instant, qui était tout à l'heure, qui est Gert Leving, d'autres un peu moins connus, mais très bonne qualité, comme Francesco Villani, par exemple, qui est un Italien, professeur de philosophie, qui est à l'université de Salerno, qui travaille sur la question de la trace, et c'est un des éléments, un des sujets de la discussion, la trace, cette année. Voilà. Et le dernier jour, ça sera une discussion générale, comme chaque année, chaque année, il reprend la même question, pourquoi et comment philosopher aujourd'hui? Eh bien, pourquoi et comment philosopher aujourd'hui, c'est l'internation, cette année. Donc, on reviendra sur ce sujet de l'internation avec plus de temps. Et on vous enverra bientôt un programme par rapport à cela. Dernier point, il y a des aspects un peu festifs dans ces affaires. Cette année, pendant l'Académie, le 1er et le 2e jour, il y aura le Fußball. C'est le premier jour? Premier jour. Oui. C'est le premier jour, il y aura le Fußball à Épineuil. Fußball, c'est un théâtre assez connu, un théâtre nomade, qui est un théâtre de rue, un petit peu. Une équipe un peu sous chapiteau, qui est un peu mythique même dans le milieu du théâtre. Donc, ils seront à Épineuil au moment du démarrage de l'Académie et on les recevra à dîner. Voilà. Donc, ils viendront dîner à la maison avec les séminaristes. Bon. Ensuite, on accueillera Pierre Meunier qui présentera son spectacle qui s'appelle Au milieu du désordre. Je vous recommande vraiment. Très très bon spectacle. Et enfin, on aura comme chaque année un banquet avec de la musique à la fin. Il y a un musicien de jazz qui vient de Minneapolis, qui est emmené dans sa valise par Anaïs Noni, qui est une de nos doctorantes. Voilà. Et puis il y aura aussi un percussionniste de Caen, qui a une maison à Épineuil. Et puis quelques autres musiciens, dont en particulier Daniel Mizel, qui chaque année est là, qui nous a fait venir l'année dernière un des batteurs d'Archichef, qui est un très bon musicien et qui chaque année nous accompagne. Voilà. Et en général, ça se termine dans la joie que porte toujours la musique. Et parfois dans l'ivresse. Du travail accompli. Bon, bonne soirée et bon week-end. Merci, monsieur.